Laurent Nunez l'a affirmé, il sera un ministre de l'Intérieur plus exigeant et plus soucieux que d'autres à l'égard de la préfecture de police de Paris. Est-ce que c'est une menace ou est-ce que c'est un engagement? Comment l'avez-vous pris? Il faut le prendre comme un engagement. Il faut le prendre comme un engagement de quelqu'un qui connaît en effet à la fois les réalités auxquelles on est confronté, les difficultés de la police. Maintenant, ce qu'il faut, c'est être capable d'aller au-delà des déclarations d'intention pour donner les moyens de travailler, les moyens de fonctionner. La police nationale, elle est tout simplement en crise, à la fois en crise d'efficacité et de vocation. On n'a pas assez de gens sur la voie publique pour aller au bout de nos missions, on n'a pas assez de gens dans les enquêtes pour pouvoir s'en sortir avec nos dossiers, et puis en crise de vocation parce que ce métier ne fait absolument pas rêver aujourd'hui. Donc oui, il y a des engagements. Maintenant, ce qu'on attend, c'est ça. Est-ce qu'il va y avoir effectivement un budget pour une revalorisation et un recrutement massif pour notre métier? Vous vouliez revenir, je crois, rapidement sur le bilan de Laurent Nunez. Oui, juste sur l'aspect du maintien de l'ordre, parce que c'est vrai que son passage donc, en tant que préfet de police, ça a été marqué par énormément de crises sociales, encore tout récemment. Qu'est-ce que ça a mis en lumière? C'est que maintenant, on est obligé, notamment à Paris, quand on a des gros maintiens de l'ordre, des gros services de maintien de l'ordre, eh bien de remettre sur la table ce schéma JO qui est devenu permanent, c'est-à-dire que l'exceptionnel est devenu la norme. Mais ça nous montre, bon, déjà la difficulté de prendre en compte ces maintiens de l'ordre parisiens, mais aussi les lacunes en termes d'effectifs sur tout le territoire. Parce que qu'est-ce qui se passe avec nos CRS ? Étant donné qu'on n'a pas assez d'effectifs dans les commissariats, là où il y a des cités gangrénées par le stupéfiant, étant donné qu'il y a cette carence d'effectifs, on met des forces mobiles, on met des CRS, et au lieu de les laisser là seulement le temps d'un renfort local et ponctuel, on les pérennise parce que le manque d'effectifs est chronique. On fait la même chose aux frontières, pour la lutte contre l'immigration clandestine, où les PAF, les polices aux frontières, n'ont pas les moyens d'aller au bout de leur mission si elles n'ont pas le renfort quotidien des forces mobiles. Donc on manque de moyens humains. On manque de moyens humains, mais surtout dès que vous avez besoin de tous ces gens sur les maintiens de l'ordre parisiens, alors vous faites des trous dans la raquette, partout où vous les prélevez. C'est ce qui avait été le cas notamment pendant les Jeux Olympiques. Donc c'est ce que, oui, exactement. Et c'est pour ça qu'on a besoin de cet effectif global pour qu'il n'y ait plus de trous dans la raquette. Pour combler les trous dans la raquette. Mais il y en a besoin sur la voie publique, il y en a besoin avec les CRS, il y en a besoin en investigation. Et sur le terrorisme, le risque que l'on connaissait il y a 10 ans avec les attentats de novembre 2015, il est au moins aussi important aujourd'hui. Si vous voulez, la France, elle était et elle est restée une cible en raison de ce qu'elle est. C'est-à-dire qu'on est un pays de liberté, liberté sexuelle, liberté de religion, liberté d'expression. On est aussi un pays d'égalité entre l'homme et la femme. Tout ça, ça suffit à ce que la propagande toujours dans le viseur, bien sûr. Vous désigne évidemment comme un État islamophobe. Donc c'est le prétexte pour que vous soyez une cible du terrorisme. La police, elle travaille sur les risques d'attentats pour déjouer des projets d'attentats. Mais c'est quelque chose qui n'est absolument pas total et parfait dans la mesure où le terrorisme, il a changé d'aspect. Il ne vise plus les attentats d'ampleur, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas chercher à nous faire un 11 septembre, mais en revanche, c'est à travers la stratégie dite des mille entailles qu'il vise des actions répétées, des petits coups portés à l'Occident, notamment à la France, pour nous tuer à petit feu. Et pour faire ça, il passe par les mineurs, il passe par les gens qui ont des troubles psychiatriques, il passe par des fusibles qu'ils utilisent pour servir une cause globale, et c'est ce qui fait que c'est très compliqué à prendre en compte pour le renseignement. Et à anticiper, parce qu'ils évidemment. ne sont pas dans le spectre de vigilance de la DGSI. Le ministre a également demandé à Patrice Faure de décloisonner la direction de la police judiciaire de la préfecture de police et la direction de la sûreté de proximité de l'agglomération parisienne. Je n'ai rien compris. Je pense que ceux qui nous écoutent non plus. J'ai besoin de comprendre ce que ça veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Alors, tout ce que je peux vous faire, c'est une hypothèse pour effectivement essayer de comprendre ce qu'ils veulent dire par ces propos-là. Décloisonner. Voilà, la DESPAP, c'est de la sécurité publique. Donc vous avez à la fois des effectifs de voie publique, de terrain, puis des enquêteurs qui font de la police judiciaire. Ce qui se passe, c'est que puisqu'on est en manque d'effectifs sur la voie publique, il est ce que vous nous rappeliez tout à l'heure, il n'est pas rare de venir prélever des agents qui font du judiciaire pour les mettre sur des missions de voie publique. Les fameux trous dans la raquette. Donc on les sort de leur mission première, et puis accessoirement, pendant qu'ils font ça, ils ne font plus leur dossier, et donc ça n'avance pas et ça contribue à cet engorgement du système. Donc de ce point de vue-là, si l'idée c'est de séparer les deux pour que chacun reste dans son corps de métier, pourquoi pas? Mais attention aux dérives, c'est-à-dire qu'il y a tout de même une voie publique, des effectifs de voie publique qui nourrissent l'investigation, qui donnent les informations. Je pense notamment au BAC qui vont renseigner les enquêteurs. Donc si jamais on commence à séparer les deux, il faut veiller à ce que l'information ne se perde pas. Et circule correctement, oui, autre tout à fait. point, il ne faut pas que ce soit dans le but d'utiliser ces agents donc, dans le judiciaire pour venir créer ce qu'on appelle des task force. C'est-à-dire que quand vous avez un commissariat avec un contentieux de masse qui est complètement énorme, saturé, où les gens sont noyés sous les dossiers, alors vous mettez en local, en ponctuel, des renforts que vous êtes venus prélever ailleurs.
ça règle rien sur le fond. Ça permet de dire, regardez, dans ce commissariat, on a baissé le nombre de dossiers. Oui, mais on n'a rien réglé au fond. Donc la vraie seule solution pour la police nationale qui souffre d'une carence en ressources humaines, c'est d'embaucher ? C'est un recrutement massif et c'est de revaloriser l'investigation, justement, qui ne fait plus envie à personne, qui a envie de faire plus d'heures, d'avoir plus de responsabilités que les autres, d'avoir un effort de formation initiale, continu, de risquer des sanctions administratives au niveau de la justice, et ça ne se retrouve absolument pas sur leur fiche de paye ni dans leur évolution de carrière. Nous, ce qu'on demande, c'est un concours dédié pour ces gens-là, c'est ça, qui sortent d'un bloc OPJ avec un niveau Bac plus 2 qui est reconnu par l'éducation nationale, quand le flic de base sort de son école de gardien de la paix avec un niveau Bac, mais pourtant, ils ont le même déroulement de carrière, ça ne se retrouve pas dans leur paye. Donc il faut qu'il y ait cette revalorisation pour donner envie aux collègues de venir, sinon le désamour de cette filière va finir par tuer complètement l'investigation. Benjamin Combolive, pour revenir sur le profil du nouveau préfet de police de Paris, c'est pas un inconnu au sein de la préfecture de police de Paris puisqu'il a été directeur de la police générale entre 2016 et 2017. Est-ce que ça aide de connaître la maison ? Vous disiez tout à l'heure, Monsieur Benarou, que c'est une maison particulière qui a ses propres rouages. Est-ce que pour vous, c'est rassurant aussi ? Ça doit l'être, mais ce qui l'est moins, ce sont les premières annonces, encore une fois, qui se focalisent sur cette augmentation d'effectifs de voie publique, parce qu'on a l'impression qu'on retourne dans les travers des dispositifs sécurité renforcés. Vous savez, pour le stupéfiant, on va mettre des CRS partout, comme ça... C'est ce qui a été annoncé, en tout cas, dans le centre de Paris. Exactement. Mais le problème est le même. Partout où vous augmentez les gens sur le terrain, qu'est-ce qui se passe mécaniquement ? Vous augmentez les interpellations, vous augmentez les dossiers à traiter par des enquêteurs déjà noyés. 57% de hausse des interpellations entre janvier et août 2025. Ouais. Est-ce que vous avez entendu parler de 57% de hausse des enquêteurs en parallèle et de façon cohérente ? Donc si on augmente les interpellations, si on augmente les dossiers, mais qu'il n'y a pas d'enquêteurs pour suivre les affaires en parallèle, alors les rouages de la machine de police se grippent et rien n'est présenté à la justice. Ce que vous faites, c'est une action de surface, mais il n'y aura pas de travail de fond. Juste quelques mots sur la nécessité effectivement absolue d'introduire des peines planchées, c'est tout simplement pour garantir une sanction effective en cas d'atteinte à l'intégrité physique des forces de l'ordre, des forces de sécurité intérieure. Les violences volontaires contre un agent de la force publique, ça reste un délit. Autrement dit, même si ça peut monter jusqu'à 20 ans, le quantum de peine, il part de 0 dans un pays où la prison est l'exception. Pourquoi est-ce que la prison est l'exception ? Parce qu'on n'a pas de place de prison. Et pourquoi est-ce que personne ne respecte la police ? Parce que la police, c'est quoi ? C'est juste le lien entre l'infraction de voie publique et la case magistrat. Mais si on n'a pas peur de ce que va dire le magistrat, parce qu'on sait très bien que nous avons très très peu de chances d'aller en prison, alors on ne s'en sort pas. Et comme solution, il y a aussi de voir qu'étant donné que c'est cette surpopulation carcérale, c'est 135% de densité carcérale qui prive le juge de la possibilité de mettre en prison, alors on fait de la place dans les prisons. On a un quart de nos détenus qui sont des détenus étrangers. Déjà, avec des accords bilatéraux, ils pourraient purger leur peine dans leur pays. Il y a un autre quart de nos détenus qui ont des troubles psychiatriques. On les met là pourquoi ? Parce qu'il vaut mieux qu'ils soient là que dans la rue, parce que ce sont des dangers publics. Mais ils sont censés être dans des établissements psychiatriques fermés, sauf qu'ils sont saturés exactement comme le sont les établissements pénitentiaires, et que donc tout ce qu'on fait, c'est de la gestion de stock. En fait, le constat, il est simple. Vous avez la population qui augmente, les infractions qui augmentent, la violence qui augmente, et en face, une police qui bosse à effectif constant depuis bientôt 20 ans, depuis 2007, et une justice qui n'a pas les moyens d'enfermer, parce qu'il n'y a pas de place de prison. Donc on fait tout pour ne pas mettre les gens en prison avec des alternatives aux poursuites, c'est-à-dire qu'on leur colle des stages, des alternatives à l'incarcération, on les met sous bracelet, des rejappages, c'est-à-dire qu'ils repassent devant le JAP si le parc carcéral local il est trop rempli. À partir de là, vous ne pouvez pas amener de sanction. Une justice qui ne fait pas peur, une justice qui ne dissuade pas, elle ne peut pas protéger.